Ta vie, telle qu'elle est maintenant, ressemble à une pièce en flammes. Non pas parce que tout est perdu, mais parce que tout brûle en même temps. Tes doutes, tes culpabilités, ton désordre, tes émotions incontrôlées, ton passé que tu continues à respirer, même si tu jures l'avoir surmonté. Et pendant que le feu avance, tu restes debout au milieu de la fumée, espérant que quelqu'un vienne te sauver. Mais personne ne vient. Personne n'entrera. C'est le moment où tu dois accepter que, si tu ne prends pas le contrôle, l'incendie te consume. Sois franc avec toi-même. Le chaos n'est pas apparu de nulle part. Tu l'as laissé grandir. Tu lui as ouvert la porte chaque fois que tu as évité quelque chose que tu devais affronter. Chaque fois que tu as blâmé les autres, chaque fois que tu t'es plaint sans bouger, chaque fois que tu as laissé ton passé décider de ton lendemain. Et maintenant, tu en paies le prix. Tu le sens dans ton esprit, dans ta maison, dans tes émotions, dans ta discipline brisée. Tu vis épuisé parce que tu continues d'essayer de marcher sur un terrain que tu maintiens toi-même plein de débris. Mais écoute bien, tu n'es pas condamné, tu es désordonné. Et le désordre, aussi chaotique soit-il, a une solution si tu as le courage de le regarder en face. C'est de cela que parle cette vidéo. Pas de motivation infantile, pas de belles phrases, pas de te faire sentir bien. Ici, tu vas affronter la version de toi qui a créé ce désastre pour que tu puisses devenir la version qui le résout enfin. Si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras une carte claire, dure, pratique. 8 leçons pour arrêter de traîner un passé qui n'a plus le droit de te gouverner. 8 étapes pour te reconstruire de l'intérieur. 8 décisions qui peuvent faire de 2025 le point de basculement que tu attends depuis trop longtemps. Commençons. Ce ne sera pas doux, mais ce sera nécessaire. 1. Prends le contrôle de ta vie. Imagine que tu es assis au volant d'une voiture qui a roulé seule pendant des années sans que tu la diriges. Le moteur rugit, la route vibre et les virages se rapprochent sans que tu aies les mains sur le volant. C'est ainsi que tu as vécu jusqu'à présent, laissant tes émotions, ton passé, tes impulsions et tes excuses décider pour toi. Puis, tu es surpris quand tu finis toujours au même endroit, épuisé, frustré, sentant que ta vie est un chaos que tu ne peux pas contrôler. Mais écoute quelque chose avec une clarté absolue. Personne ne va entrer dans ta vie pour mettre de l'ordre dans ce que tu continues à laisser en ruine. Personne ne va te donner de la discipline. Personne ne va prendre la responsabilité de tes décisions. C'est ton moment pour accepter que beaucoup de ton chaos actuel n'est pas de la malchance. C'est un manque de direction, un manque de contrôle, un manque de responsabilité. Et même si ça fait mal, c'est aussi libérateur parce que si tu l'as créé, tu peux le démanteler. Prendre le contrôle n'est pas répéter des phrases motivantes, c'est arrêter de te réfugier dans des excuses élégantes. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas changer, je suis comme ça, mon passé m'a marqué. Tout cela semble logique, mais en réalité, cela signifie « j'ai peur de me confronter à moi-même ». Et tu resteras coincé tant que tu permettras à cette peur de prendre des décisions pour toi. Le stoïcisme te dit quelque chose de simple. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Et cette seule compétence peut changer toute ta vie. Tu contrôles ta vie quand tu arrêtes de réagir à tout ce qui se passe et que tu commences à agir avec intention. Quand tu décides que tes émotions ne seront plus le moteur qui te traîne, mais des signaux que tu sais interpréter. Tu contrôles ta vie quand tu arrêtes de blâmer les autres pour des blessures qu'il est temps pour toi de guérir. Quand tu regardes ton désordre externe et interne sans le dramatiser mais sans le cacher. Quand tu dis fermement « jusqu'ici est arrivée cette version faible de moi ». La première étape est d'accepter ta réalité sans te mentir. Reconnaître quelle partie du chaos est ta responsabilité. Voir ta vie comme tu verrais une chambre en désordre, vêtements jetés, déchets accumulés, vaisselle sale. Tu ne pleures pas pour ça, tu dis simplement « j'ai du travail à faire ». C'est ainsi que tu dois voir ton esprit, tes habitudes, tes émotions, pas avec honte mais avec clarté, pas avec victimisation mais avec décision. Ensuite vient la partie la plus puissante.
Choisir de le réparer même si tu n'as pas envie, même si tu ne sais pas comment commencer, même si ça fait mal. Parce que prendre le contrôle n'est pas se sentir prêt, c'est décider que tu vas avancer même sans motivation. La motivation est instable, elle apparaît et disparaît. La décision est ferme, elle reste même quand elle te pèse. Un vrai changement commence quand tu choisis d'agir même si ton esprit te demande du confort. Prendre le contrôle signifie assumer que tu ne peux plus vivre en automatique. Cela signifie arrêter, respirer, regarder ta vie avec une brutalité honnête et dire « cela dépend de moi ». Cette étape réveille quelque chose en toi qui dort depuis des années, ton leadership interne. Il n'a pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance, il a besoin d'engagement. Un leader ne cherche pas d'excuses, il cherche des solutions. Un leader n'attend pas que la vie s'améliore, il l'améliore. Un leader ne se rend pas à son passé, il le surmonte. Si tu veux que l'année 2025 soit ton point de rupture, cette étape est obligatoire. Tu ne peux pas l'éviter, tu ne peux pas l'adoucir. Prendre le contrôle de ta vie signifie que, quoi qu'il arrive, tu décides de ta direction. Cela signifie que tu reprends le volant, tu serres fort, tu regardes la route et tu te promets que tu ne seras plus jamais passager de ta propre histoire. C'est ici que commence ton vrai changement. Ici, tu récupères ton pouvoir. 2. Range ton espace, range ton esprit. Imagine que ton esprit est comme une table remplie de vieux papiers, de tasses non lavées, de câbles emmêlés et d'objets qui ne servent à rien, mais que tu as laissés là parce que je le rangerai plus tard. Chaque fois que tu essaies de penser clairement, c'est comme chercher une aiguille dans tout ce désordre. Tu sais qu'elle est là, mais tu te perds parmi des choses qui auraient dû partir il y a longtemps. C'est ainsi que se présente ta vie maintenant, pleine de fardeaux accumulés qui occupent de l'espace mental et émotionnel. Et tant que tu continueras à vivre entouré de chaos, ta tête continuera à fonctionner de la même manière, saturée, lente, épuisée et sans direction. Tu ne peux pas demander à ton esprit de l'ordre si ton environnement reflète le contraire. Le désordre externe est un miroir silencieux du désordre interne. Beaucoup de gens pensent que c'est l'inverse, mais non. L'esprit s'adapte à l'espace dans lequel il vit. Si ta chambre est un désastre, ta concentration le sera aussi. Si ton bureau est plein de choses que tu n'utilises jamais, tes pensées seront également remplies d'émotions dont tu n'as plus besoin. Et si ta maison est pleine d'objets du passé, ton esprit continuera à porter des histoires qui ne te servent plus. Ranger ton espace n'est pas une tâche ménagère, c'est une thérapie stoïcienne. C'est un acte de confrontation avec toi-même. Chaque chose que tu enlèves du chemin est une pensée de moins qui t'étouffe. Chaque objet que tu jettes est un souvenir qui cesse de te contrôler. Chaque coin que tu nettoies est une décision de qui tu veux être aujourd'hui, pas de qui tu étais avant. Lorsque tu ranges ton espace, tu envoies un message direct à ton cerveau. À partir de maintenant, nous vivons différemment. Commence par ce que tu vois, car ce que tu vois façonne comment tu te sens. Tu n'as pas besoin que ta maison soit parfaite. Tu as besoin qu'elle ait une intention. Tu as besoin qu'elle reflète quelqu'un qui veut avancer, pas quelqu'un qui est resté coincé dans plusieurs versions passées de lui-même. Ton lit, ton bureau, tes tiroirs, ton placard. Tout doit être aligné avec la vie que tu veux construire, pas avec la vie que tu essaies de laisser derrière toi. La même chose s'applique à ton téléphone, à tes réseaux sociaux, à ton ordinateur, à tes habitudes numériques. Tout le bruit que tu consommes laisse des traces dans ton esprit. Si tu ne filtres pas ton environnement te dirigera. Lorsque tu commenceras à ranger, tu ressentiras de la résistance. Tu te retrouveras à garder des choses que tu pensais ne plus avoir d'importance. Tu ressentiras de vieilles tristesses. Tu te souviendras de moments que tu croyais avoir surmontés. Tu te confronteras à des versions de toi-même qui te font mal. C'est normal. C'est une partie du processus. Le désordre n'occupe pas seulement de l'espace physique, il est aussi émotionnellement lié à toi. C'est pourquoi il est si difficile de le lâcher. Parce que tu ne jettes pas un objet, tu lâches l'histoire que cet objet portait. Et cela fait mal, mais cela libère aussi.
Le stoïcisme t'enseigne que l'extérieur doit être aussi léger que l'intérieur. Un guerrier ne va pas à la bataille en portant tout ce qu'il possède. Il n'emporte que ce qui est nécessaire. Tu dois faire de même. Élimine ce qui ne s'ajoute pas. Garde ce qui t'aide à avancer. Ranger ton espace est la base pour ranger tes décisions. Un endroit propre t'oblige à penser différemment. Une chambre organisée t'invite à agir avec plus de clarté. Un environnement sain te rappelle que tu as le contrôle sur quelque chose, même lorsque le monde semble chaotique. Ce n'est pas un nettoyage de fin de semaine, c'est le début d'une mentalité. C'est le pas qui sépare le toi désordonné du toi qui prend les rênes. Lorsque tu ranges ton espace physique, tu commences à ranger tes priorités. Lorsque tu nettoies ton environnement, tu nettoies ton focus. Lorsque tu organises ce qui t'entoure, tu organises ce que tu penses. Et lorsque cela se produit, tu peux voir ta vie avec une précision que tu n'avais pas auparavant. 3. Concentre-toi sur moins, fais le mieux. Ta vie est devenue une liste interminable de choses à faire que tu ne finis jamais. Des objectifs à moitié atteints, des projets ouverts, des promesses que tu t'es faites et que tu n'as jamais tenues. Tu veux changer ton corps, ton esprit, tes habitudes, tes relations, tes finances, tout en même temps. Et à la fin de la journée, tu n'as qu'une sensation claire, épuisement et culpabilité. Ce n'est pas que tu n'as pas de potentiel, c'est que tu le gaspilles dans trop de directions en même temps. Personne n'avance en portant 10 chemins à la fois. Être brutalement honnête avec toi-même est nécessaire ici. Tu n'es pas bloqué par manque de rêve, tu es bloqué par manque de concentration. Tout t'intéresse, tu veux tout, tu essaies de toucher à tout, mais tu ne tiens presque rien. Cela crée une illusion de progrès qui est en réalité un pur mouvement vide. Tu es occupé, mais tu ne construis pas. Tu es fatigué, mais tu ne grandis pas. Le stoïcisme ne te demande pas de faire 1000 choses, il te demande de faire les quelques-unes que tu choisis avec intention, discipline et profondeur. Te concentrer sur moins n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est accepter que ton énergie, ton temps et ton attention sont des ressources limitées et que si tu les disperses partout, tu n'approfondis rien. Un guerrier n'entre pas dans la bataille en frappant l'air dans toutes les directions. Il choisit où frapper et le fait avec précision. Tu dois commencer à vivre ainsi. Tu as besoin de faire quelque chose que ton ego n'aime pas. Renoncer. Renoncer à des tâches qui ne font que te faire sentir occupé. Renoncer au besoin de prouver à tout le monde que tu peux tout faire. Renoncer à des projets que tu maintiens seulement par peur d'accepter qu'ils ne te correspondent plus. Renoncer à l'anxiété de vouloir des résultats dans tous les domaines en même temps. Tu n'es pas moins parce que tu fais moins. Tu es plus efficace quand tu choisis froidement où tu vas mettre ta force. Ce point devient pratique quand tu prends du papier et un crayon et te poses une question inconfortable. Qu'est-ce qui, si je l'améliorais vraiment dans les prochains mois, changerait le reste de ma vie? Pas 5 choses. 1. Peut-être est-ce ta discipline quotidienne. Peut-être est-ce ta santé. Peut-être est-ce ta relation avec toi-même. Peut-être est-ce ta situation économique. Ce domaine, celui qui a le plus d'impact sur ton bien-être, doit être ton centre d'attention. Le reste, pour l'instant, passe au second plan. Il ne disparaît pas, mais il cesse d'être une priorité. À partir de là, la concentration se traduit par des actions concrètes. Arrête de remplir tes journées avec des listes impossibles. Choisis quelques tâches clés et fais-les avec toute ton attention. N'ouvre pas 20 fronts, ouvre-en un et maintiens-le. Si tu décides de travailler ta discipline, respecte alors tes horaires, même si tu n'en as pas envie. Si tu décides de travailler ton corps, entraîne-toi même si tu es fatigué. Si tu décides de travailler ton esprit, respecte tes moments de lecture et de réflexion comme s'ils étaient un rendez-vous obligatoire. La concentration se démontre dans ce que tu répètes, pas dans ce que tu annonces. Le chaos interne se nourrit de la dispersion. Le calme naît de la clarté. Quand tu sais ce qui est important aujourd'hui, tout le reste perd de sa force. Tu arrêtes de te sentir coupable, de ne pas être partout, et tu commences à te sentir fier d'être vraiment dans ce que tu as décidé de construire.
moins de bruit, plus de profondeur, moins de promesses, plus de résultats, moins de pantomime, plus de travail réel. 2025 ne te demande pas d'être une machine parfaite, il te demande d'être sélectif. Si tu continues à essayer de tout englober, tu répéteras le même schéma que toutes les années précédentes. Épuisement, frustration, abandon. Si tu as le courage de te concentrer sur moins et de le faire mieux, tu vas ressentir quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps, un progrès réel. Ce point est le filtre. 4. Maîtrise tes émotions. Tes émotions sont comme un océan en pleine tempête, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que lorsque tu ne sais pas les naviguer, n'importe quelle vague te coule. Il y a des jours où une petite critique se transforme en tsunami, un vieux souvenir en marée haute, une préoccupation minimale en un naufrage complet. Et toi, tu restes là, flottant comme tu peux, essayant de survivre à ce que tu ressens sans comprendre que le problème n'est pas la mer, c'est que tu n'as jamais appris à tenir le gouvernail. Tu n'es pas né pour être emporté par tes émotions, tu es né pour les diriger. Cette partie est dure parce qu'elle touche ce qui t'a le plus freiné dans la vie. Tu réagis avant de penser, tu exploses avant d'observer, tu te noies avant d'analyser. Tu agis sur l'impulsion, pas sur la clarté. Et tant que tu vivras ainsi, tu continueras à répéter des schémas qui te détruisent. Une personne sans contrôle émotionnel est comme un bateau sans capitaine. N'importe quel vent le fait sortir de sa route. Le stoïcisme ne te demande pas de cesser de ressentir. Il te demande de ne pas être l'esclave de ce que tu ressens. Et cette différence change tout. Maîtriser tes émotions n'est pas les réprimer, c'est comprendre leur fonction. Chaque émotion apporte un message. La tristesse dit « quelque chose t'importe ». La colère dit « il y a une limite que tu n'as pas posée ». L'anxiété dit « tu vis dans un futur qui n'existe pas ». La peur dit « tu es face à quelque chose que tu dois affronter ». Le problème est que l'on ne t'a jamais appris à écouter le message, seulement à réagir au bruit. C'est pourquoi ta vie a connu tant de hauts et de bas, parce qu'au lieu d'interpréter, tu te laisses emporter. Tu as besoin de devenir observateur de ce qui se passe en toi. Quand quelque chose te frappe émotionnellement, ne réponds pas immédiatement. Respire, fais une pause, regarde ce que tu ressens comme si ce n'était pas à toi pour un instant. Demande-toi, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Est-ce un fait ou une interprétation? Est-ce que je réagis à partir d'une vieille blessure ou de la réalité actuelle? Ce petit espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais est là où naît ton pouvoir. Cet espace est le contrôle. Cet espace est ce qui sépare le toi impulsif du toi conscient. Maîtriser tes émotions implique aussi de cesser de justifier des comportements destructeurs par des phrases comme « je suis comme ça ». On m'a fait me mettre en colère, je ne peux pas l'éviter. Tu le peux. C'est juste que tu n'as pas pratiqué. L'autocontrôle est un muscle, pas un talent. Tu le renforces chaque fois que tu choisis de ne pas exploser même si tu le peux, chaque fois que tu choisis de ne pas répondre immédiatement, chaque fois que tu choisis de penser avant d'agir. Ce point nécessite du courage, car il t'oblige à te regarder sans masque, à admettre que beaucoup de ton chaos émotionnel, tu l'amplifies toi-même. Quand tu commenceras à te contrôler, tu remarqueras quelque chose de puissant. La vie ne devient pas plus facile, tu deviens plus fort. Les gens ne changent pas, ta façon de réagir change. Les problèmes ne disparaissent pas, ton habitude de les dramatiser disparaît. Les émotions ne cessent pas d'apparaître, cesse d'apparaître le besoin de leur obéir. Et ce changement te donnera une tranquillité que tu n'as jamais ressentie. Une tranquillité ferme, sérieuse, consciente, qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, seulement de qui tu es à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne une vérité brutale. Ce qui fait mal n'est pas le fait, mais ton interprétation du fait. Et si tu maîtrises cette interprétation, tu maîtrises ta vie. L'émotion arrive, mais tu décides combien de temps elle vit en toi. L'émotion frappe, mais tu décides si tu ouvres la porte. L'émotion crie, mais tu décides si tu lui prêtes attention. C'est le niveau de pouvoir auquel tu dois aspirer si tu veux un 2025
sans le chaos émotionnel qui t'a emporté pendant des années. Ce point n'est pas doux, mais c'est le plus transformateur. 5. Définis qui tu veux être. Il y a un moment dans la vie où tu te regardes dans le miroir et tu ne vois pas un visage, tu vois une ébauche. Tu vois une version de toi-même construite par les opinions des autres, par tes erreurs, par ton passé, par tes insécurités, par ce que tu croyais devoir être pour être accepté. C'est comme avoir une feuille pleine de lignes tracées par des mains étrangères, et tu continues à essayer de vivre dans un dessin qui ne t'appartient pas. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression de ne pas avancer, de te contredire, de te perdre dans tes propres décisions. Tu ne sais pas qui tu es parce que tu ne t'es jamais arrêté pour le décider. Ce point est l'un des plus importants du scénario, car ici tu cesses d'être un résultat du chaos et tu commences à être une création consciente. Jusqu'à présent, tu as vécu en réagissant à la vie, en t'adaptant à ce qui se passe, en prenant des décisions à partir de la confusion, en répétant des habitudes qui ne correspondent pas à la personne que tu dis vouloir être. Et cela t'épuise, cela te fait te sentir divisé, cela te maintient coincé entre la personne que tu étais et la personne que tu pourrais devenir si tu prenais le contrôle. Pour le stoïcisme, l'identité n'est pas quelque chose que tu découvres, c'est quelque chose que tu construis. Ce n'est pas une destination, c'est un choix. Tu décides ce que tu valorises, ce que tu permets, comment tu agis, ce que tu tolères, et ce que tu rejettes. La question n'est pas « qui suis-je vraiment ?», mais « qui choisis-je d'être à partir d'aujourd'hui ?» Cette question est un coup direct à ton ego car elle t'oblige à cesser d'utiliser le passé comme excuse. Peu importe ce que tu as été, ce qui compte, c'est ce que tu es prêt à être maintenant. Le passé t'explique, mais ne te définit pas. Pour définir qui tu veux être, tu dois faire un exercice d'honnêteté brutale. Demande-toi, quel type de personne j'admire? Quelles habitudes soutenues cette personne montrerait-elle? Comment affronterait-elle les problèmes? Comment réagirait-elle émotionnellement? Quelles décisions prendrait-elle? Quelles limites mettrait-elle? Quelle serait sa discipline quotidienne? Ensuite, compare-toi à cela, sans adoucir, sans te justifier, sans te victimiser. Observe simplement la distance entre le toi actuel et le toi idéal. Cette distance est ton travail. Et voici la partie inconfortable. Ton identité se révèle dans tes actions, pas dans tes intentions. Tu n'es pas discipliné parce que tu dis vouloir l'être. Tu es discipliné parce que tu le montres quand tu n'en as pas envie. Tu n'es pas fort émotionnellement parce que tu te le répètes. Tu es fort quand tu choisis de ne pas réagir à ton impulsion. Tu n'es pas quelqu'un qui valorise sa vie parce que tu le déclares. Tu l'es quand tu cesses de répéter des habitudes qui te détruisent. Définir qui tu veux être, c'est tracer une ligne, mais le vivre, c'est la franchir tous les jours. Choisis 3 qualités que tu veux qui définissent la version que tu construiras en 2025. Pas 20, 3. Peut-être veux-tu être discipliné, calme et responsable, ou fort, présent et déterminé, ou sage, constant et émotionnellement stable. Ces qualités seront ta boussole. Lorsque tu devras prendre des décisions, tu ne penseras pas « que veux-je faire ?», mais « que ferait la personne que j'ai choisi d'être ?» Ce changement de mentalité te donnera une profondeur que tu n'as pas eue depuis des années. Définir qui tu es implique aussi de lâcher les vieilles identités. Tu dois laisser derrière toi la version de toi qui se blessait toute seule, celle qui procrastinait, celle qui abandonnait vite, celle qui vivait pour l'approbation externe, celle qui se noyait dans le doute. Ces identités deviennent des cages si tu ne les lâches pas. Tu n'es pas un personnage écrit par ton passé, tu es l'auteur de ce qui vient. Quand tu sais qui tu veux être, ta vie cesse de se sentir chaotique. La clarté remplace la confusion. La discipline remplace l'improvisation. L'intention remplace la culpabilité. 6. Lâche ce qui ne sert pas. Un arbre qui essaie de survivre en portant des feuilles mortes finit par s'affaiblir. Non pas parce que ces feuilles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont déjà accompli leur cycle et ne font maintenant que consommer de l'énergie qui devrait aller à la nouveauté. Tu es pareil,
Tu continues à porter des souvenirs qui ne t'aident plus, des erreurs qui ne signifient plus rien, des personnes qui ne correspondent plus à toi, des culpabilités qui ne t'appartiennent pas et des versions passées de toi qui ne font que te freiner. Et puis tu te demandes pourquoi tu es épuisé, confus ou sans force pour avancer. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un excès de charge. Lâcher ne semble pas compliqué jusqu'à ce que tu doives le faire. Lâcher implique d'accepter que quelque chose a été important, mais ne l'est plus. Cela implique d'admettre qu'une relation n'ajoute plus rien, même si cela fait mal de le reconnaître. Cela implique de voir que certaines habitudes n'ont plus leur place dans la vie que tu es en train de construire. Cela implique de laisser aller le besoin d'avoir toujours raison, de porter des culpabilités étrangères, de soutenir des histoires brisées simplement par peur de fermer des chapitres. Et voici la vérité inconfortable. Beaucoup de ce qui te pèse est quelque chose que tu choisis de continuer à porter. Ce point exige un niveau d'honnêteté émotionnelle que tu as probablement évité pendant des années. Parce que lâcher n'est pas un processus mental, c'est émotionnel. Cela signifie renoncer à ce qui est familier, même quand ce qui est familier te fait du mal. Cela signifie accepter que ton passé ne sera plus jamais différent. Cela signifie arrêter de répéter des conversations internes qui ne mènent à rien. Cela signifie mettre des limites là où avant tu ne mettais que des excuses. Et accepter cela demande du courage, Le stoïcisme enseigne que la racine de la souffrance n'est pas dans ce qui se passe, mais dans l'attachement à ce qui a cessé d'avoir de la valeur. Quand tu insistes pour garder ce que tu devrais laisser aller, tu deviens prisonnier de tes propres souvenirs. Tu restes coincé dans des personnes qui ne font plus partie de ton chemin, dans des erreurs que tu ne peux plus changer, dans des décisions qui n'ont plus de sens. Ton avenir est en pause, parce que ton cœur reste attaché à un passé qui est déjà terminé. Lâcher ce qui ne sert pas ne signifie pas oublier, cela signifie se libérer. C'est fermer un cycle pour pouvoir en ouvrir un autre. C'est comprendre que toutes les personnes qui ont été dans ta vie ne méritent pas d'être dans ton prochain chapitre. C'est accepter que certaines blessures n'ont plus besoin d'attention, elles ont juste besoin d'un adieu. C'est reconnaître que certaines idées que tu as défendues pendant des années ne te représentent plus. C'est laisser aller l'ancienne identité qui te maintenait petit, insécurisé ou limité. Fais un inventaire émotionnel. Vérifie ce que tu continues à porter qui te vole la paix. Les personnes avec qui tu n'es plus aligné. Les souvenirs que tu répètes comme si tu étais une punition pour toi-même. Les objets que tu gardes par nostalgie, pas par nécessité. La culpabilité qui n'a plus de sens. L'envie qui surgit de te comparer à des vies qui ne sont pas les tiennes. Les rancœurs que tu portes comme si elles étaient des trophées de douleur. Tout cela occupe de l'espace dont tu as besoin pour grandir. Quand tu commences à lâcher, quelque chose en toi s'allège. Tu commences à penser plus clairement, à sentir avec moins de poids, à avancer sans autant de résistance. L'ancien cesse de bloquer le nouveau. La vie commence à s'organiser parce que tu ne retiens plus ce qui la désorganise. Le vide que tu ressens en lâchant n'est pas une perte, c'est de l'espace. Et cet espace sera nécessaire pour la personne que tu es en train de construire. 2025 peut être ton année si tu as le courage de laisser aller ce qui ne correspond plus à ton présent. Tu ne peux pas avancer en portant des versions de toi qui n'existent plus. Tu ne peux pas construire de discipline avec des habitudes qui te détruisent. Tu ne peux pas retrouver ton calme en t'accrochant à de vieilles histoires. Tu ne peux pas créer ton identité si tu restes enchaîné à ton passé. 7. Commence avec un pas clair. Un bâtiment ne se lève pas d'un coup, il se lève en posant une brique bien placée, puis une autre, puis une autre. Peu importe la taille de la structure, elle commence toujours par un seul mouvement initial. Et c'est exactement ce qui manque à votre vie. Un premier pas ferme, clair et décidé. Pas 20 pas, pas un plan parfait, pas une liste de changements impossibles, juste un que vous pouvez soutenir. Le chaos que vous ressentez ne vient pas de la complexité de votre vie, il vient de votre incapacité à commencer par quelque chose de concret. Pendant des années, vous avez voulu tout changer en même temps.
Et cela a été votre chute. Vous avez essayé de réparer votre discipline, votre esprit, votre corps, vos relations, votre argent, votre passé, tout en même temps. Cela vous a brisé. Personne ne peut se reconstruire sur autant de fronts simultanés. L'anxiété que vous ressentez n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de direction. Votre vie n'a pas besoin de vitesse, elle a besoin d'un début. Un point de départ que vous pouvez maîtriser. C'est le but de cette étape. On dit que le feu ne détruit pas le fer. Il ne fait que révéler sa véritable forme. C'est ainsi que fonctionne également l'esprit d'un homme lorsqu'il est confronté aux épreuves émotionnelles que la vie, et souvent les femmes, mettent devant lui. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu, mais d'une danse psychologique qui mesure jusqu'où il peut maintenir son centre lorsque le monde essaie de le lui faire perdre. Dans ce feu invisible se forge le caractère. Nous vivons à une époque où le contrôle émotionnel est confondu avec la froideur, où le maintien du calme semble être une faiblesse et où le besoin d'approbation est déguisé en amour. Mais le stoïcisme enseigne autre chose, que le véritable pouvoir ne crie pas, ne supplie pas, ne cherche pas. Il reste silencieux, observant, comprenant et n'agissant que lorsque c'est nécessaire. C'est l'essence de la force masculine que peu d'hommes pratiquent encore. La capacité de maintenir la sérénité lorsque les émotions menacent de l'emporter. L'homme qui se maîtrise n'est pas esclave du désir ni du doute. Il est conscient que chaque réaction impulsive est une capitulation et que chaque mot prononcé par nécessité est une perte de pouvoir. L'attraction, le respect et la liberté naissent de l'équilibre entre la présence et le détachement. Un homme calme n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit, car son énergie parle avant ses mots. Cette vidéo ne cherche pas à vous faire réprimer vos émotions, mais à vous apprendre à les diriger. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais d'aimer avec sagesse. De retrouver ce pouvoir intérieur qui se perd lorsque vous donnez votre paix pour de l'attention. Si vous comprenez cela, vous n'aurez pas besoin de poursuivre qui que ce soit, car c'est vous qui donnerez le rythme. 1. Garde ton calme. Il y a des batailles qui ne se livrent pas avec des épées, mais avec des regards. Des situations où un seul mot, un geste ou un silence peuvent définir si un homme garde le contrôle ou le cède. Garder son calme est un art que peu de gens maîtrisent, car l'ego veut toujours répondre en premier, se défendre, imposer sa vérité. Mais le stoïcien sait qu'il n'y a pas de victoire plus grande que de conserver la sérénité lorsque tout autour de lui tente de le provoquer. Imagine un océan en pleine tempête, les vagues frappent fort, le vent rugit et les éclairs illuminent l'horizon. En surface, tout semble être le chaos. Mais si tu descends dans les profondeurs, tu trouveras le calme. C'est ainsi que doit être ton esprit, serein dans les profondeurs, même si en surface le monde crie. Les femmes, souvent sans le savoir, cherchent ce fond chez un homme. Elles ne le font pas par manipulation, mais parce que le calme masculin est le refuge naturel face au chaos émotionnel. Quand une femme perçoit qu'un homme se trouble facilement, elle sent qu'elle ne peut pas faire confiance à sa direction. Mais quand elle le voit stable, calme, imperturbable, quelque chose en elle se détend. Le calme est un pouvoir silencieux. L'homme qui maîtrise son calme n'a rien à prouver. Son énergie parle déjà pour lui. Alors que les autres réagissent avec colère ou anxiété, lui observe. Alors que les autres cherchent à avoir raison, lui cherche à comprendre. C'est la différence entre celui qui vit à la merci des impulsions et celui qui a appris à se gouverner. Garder son calme n'est pas réprimer, c'est répondre avec sagesse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Le monde te pousse à réagir, à te défendre, à exploser. Mais l'homme qui a appris à faire une pause avant de répondre est celui qui a vraiment le contrôle. Tu ne peux pas diriger si tu ne peux pas garder ton calme. Tu ne peux pas aimer clairement si tes émotions te gouvernent. Et tu ne peux pas inspirer le respect si chaque provocation te fait perdre l'équilibre. Les femmes perçoivent cela avec une sensibilité naturelle. C'est pourquoi elles testent sans le savoir. Elles ne cherchent pas à te voir tomber, elles cherchent à voir si tu es un refuge ou une tempête de plus.
Et cette différence définit le type de connexion qu'elles auront avec toi. Garder son calme, c'est apprendre à respirer quand l'esprit veut crier. C'est observer l'impulsion et décider de ne pas agir à partir de celle-ci. C'est regarder la provocation sans perdre le focus. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours le dernier mot, car celui qui a le contrôle intérieur n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. La véritable autorité ne s'impose pas, elle se transmet à travers la sérénité. Le calme est ce qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui maîtrisent leur destin. Pratiquer le calme au quotidien est un entraînement de l'âme. Dans le trafic, dans une dispute, dans un malentendu, chaque situation est un terrain d'entraînement pour renforcer ton centre. Lorsque tu parviens à maintenir la sérénité dans les petites choses, tu pourras aussi le faire dans les grandes. L'autocontrôle ne se construit pas pendant les jours tranquilles, mais pendant les jours chaotiques. Souviens-toi de ceci. Celui qui parvient à rester serein lorsque les autres perdent la tête devient une figure de stabilité. Et la stabilité est profondément attirante. Les femmes le ressentent, les hommes le respectent et la vie le récompense. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de la diriger. Être calme n'est pas être indifférent, c'est avoir le pouvoir de choisir la réponse appropriée au moment approprié. Chaque fois que tu choisis de garder ton calme, tu renforces ton pouvoir. Non pas parce que le monde cesse de te provoquer, mais parce que tu cesses d'être facile à perturber. 2. Ne cherche pas l'approbation. Un lion n'a pas besoin que quiconque lui dise qu'il est un lion. Sa seule présence impose le respect, non pas parce qu'il le cherche, mais parce qu'il l'incarne. Ainsi devrait se comporter un homme dans le monde, avec la certitude silencieuse de sa propre valeur. Mais à cette époque où tout est validé par un « j'aime », beaucoup ont oublié qui ils sont lorsque personne ne les regarde. Ils cherchent l'approbation dans chaque geste, chaque mot, chaque relation. Et c'est cette erreur qui les rend invisibles, car celui qui dépend de la validation des autres perd sa propre voix. Lorsqu'un homme cherche constamment à plaire, ce qu'il dit vraiment, c'est « je ne pense pas que mon essence soit suffisante ». Cette insécurité se perçoit, se ressent, et aussi fort qu'il essaie de la cacher, elle finit par transparaître dans son langage, son regard, son énergie. Le besoin d'être approuvé est une chaîne invisible qui te fait douter de toi-même, et quand tu doutes, le respect s'évapore. Personne ne suit celui qui ne fait pas confiance à son propre pas. Les femmes peuvent admirer la sensibilité, mais pas la dépendance. Elles peuvent être attirées par l'empathie, mais pas par l'insécurité. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de sa capacité à rester fidèle à ses principes. Marc Aurèle a écrit que l'âme se dégrade lorsqu'elle s'agenouille devant l'opinion des autres. Et c'est vrai. Chaque fois que tu cèdes ton authenticité pour l'acceptation, tu perds une partie de ton pouvoir intérieur. Chercher l'approbation, c'est comme demander la permission d'être qui tu es déjà. C'est un acte de soumission déguisé en gentillesse. Ne cherche pas à être compris par tous. N'essaie pas de convaincre celui qui ne voit pas ta valeur. Les gens respectent plus celui qui n'a pas peur d'être seul que celui qui rampe pour attirer l'attention. La véritable attraction ne vient pas de l'effort, mais de la naturalité. Lorsqu'un homme cesse de chercher l'approbation, il commence à rayonner quelque chose qui ne peut être feint. La tranquillité. Et cette tranquillité est magnétique, car elle transmet que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. Apprends à agir par conviction, non pour l'applaudissement. Si tu fais quelque chose juste pour être reconnu, tu donnes le contrôle de tes émotions aux autres. Et il n'y a pas de plus grand esclavage que de vivre en fonction du regard des autres. Un homme libre décide par lui-même, marche en silence, n'a pas besoin de prouver ce qu'il sait déjà qu'il est. Il ne se vante pas, ne cherche pas à être loué. Il vit simplement selon ses valeurs. Dans les relations, cela se remarque plus qu'ailleurs. Une femme perçoit immédiatement lorsqu'un homme a besoin de son approbation. Chaque fois que tu la places au centre de ta validation, tu perds ton équilibre. Le respect s'évapore et la connexion devient un équilibre déséquilibré. Mais lorsque tu agis à partir de ton centre, sans peur de décevoir, sans peur de perdre, tu projettes une force qui impose la présence.
Cette sécurité émotionnelle ne s'achète pas et ne s'apprend pas dans un livre. Elle s'entraîne chaque fois que tu choisis d'être toi-même, même si cela dérange les autres. Pratique le détachement de l'opinion des autres. Si quelqu'un te critique, remercie-le en silence pour t'avoir montré à quel point tu as besoin de son approbation. Si quelqu'un ne te comprend pas, souris, ce n'est pas ton travail de t'expliquer. Si quelqu'un te rejette, ce n'est pas une perte, c'est une épuration. L'homme qui ne cherche pas l'approbation cesse d'être manipulable. Il est maître de son destin parce qu'il ne vit pas pour plaire. Ne cherche pas à être accepté, cherche à être respecté. La différence est abyssale. Le respect naît de la cohérence, non de la complaisance. L'approbation est un reflet passager. Le respect est un écho qui perdure. 3. Aime avec liberté. L'amour n'est pas une cage, c'est un jardin. Si tu essaies de le posséder, il se fane. Si tu l'arroses calmement et le laisses respirer, il fleurit. Beaucoup d'hommes font l'erreur de confondre amour avec contrôle, affection avec dépendance, présence avec surveillance. Mais le véritable pouvoir dans une relation ne vient pas de la domination, mais de l'équilibre. Aimer librement ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie respecter l'espace de l'autre sans perdre le sien. La psychologie féminine ne répond pas à celui qui l'emprisonne, mais à celui qui l'inspire. Lorsqu'une femme sent qu'un homme peut l'aimer sans devenir prisonnier de ses émotions, elle commence à l'admirer. Car derrière cet amour sans besoin, il y a quelque chose que peu de gens ont, le self-control. L'homme qui aime librement ne craint pas de perdre, car il comprend que rien qui s'accroche par peur ne peut être vrai. Il ne cherche pas à être le propriétaire de l'affection, mais un partenaire dans l'expérience. Et cette attitude, paradoxalement, le rend plus attrayant, plus fiable et plus fort. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que nous possédons vraiment est notre esprit. Tout le reste, les personnes, les émotions, les circonstances, sont temporaires. Si tu aimes depuis l'anxiété, tu finiras par étouffer ce que tu essaies de conserver. Mais si tu aimes depuis la sérénité, chaque rencontre devient un acte de gratitude, pas de besoin. Aimer librement, c'est comprendre que l'amour ne te complète pas, il t'accompagne. Le problème survient lorsqu'un homme croit que sa valeur dépend d'être aimé. Cette illusion le pousse à faire des choses qu'il ne désire pas, à tolérer l'intolérable, à perdre son centre pour ne pas perdre la relation. Mais celui qui se perd lui-même pour garder quelqu'un a déjà tout perdu. L'amour ne peut pas se soutenir par la peur. La connexion authentique émerge lorsque les deux peuvent respirer sans se sentir liés, lorsqu'ils peuvent choisir de rester chaque jour, non par obligation, mais par affinité. La liberté dans l'amour ne détruit pas la connexion, elle la renforce, car le choix constant vaut plus que la permanence forcée. La femme qui voit dans un homme cette sérénité amoureuse, ce détachement mature, comprend qu'elle est face à quelqu'un qui ne cherche pas à combler des vides, mais à partager la plénitude. Cette différence change tout, car l'amour cesse d'être une guerre d'ego et devient une danse de respect mutuel. Aimer librement, c'est savoir lâcher sans ressentiment. Si elle reste, remercie. Si elle part, bénis. Non pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu comprends que ce qui est à toi par synchronicité n'aura jamais besoin de ton désespoir. L'anxiété de retenir ne montre que la peur, et la peur tue l'attraction. Mais la sérénité dans l'amour montre la maturité, et la maturité inspire. Quand tu aimes librement, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton énergie parle de confiance, pas de manque. Et cette sécurité est perçue. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais d'aimer mieux. De regarder la personne que tu choisis sans l'urgence de la posséder, sans la peur de la perdre. Car aimer librement, ce n'est pas ne pas ressentir, c'est ressentir sans perdre l'équilibre. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le contrôle, tu honores l'amour véritable. Non pas celui qui exige, mais celui qui comprend. Non pas celui qui réclame, mais celui qui respecte. Non pas celui qui cherche à combler, mais celui qui décide de partager.
C'est l'amour qui transcende, qui n'a pas besoin de promesses vides ni de jeux de pouvoir, qui se soutient seul parce que les deux choisissent de rester. Et ce choix libre, répété jour après jour, est la forme la plus pure de fidélité. Aimer librement ne t'éloigne pas de l'amour, il t'élève en lui. 4. Maîtrise tes émotions. Le feu peut réchauffer ou détruire, tout dépend de qui le contrôle. Les émotions fonctionnent de la même manière. Elles ne sont pas l'ennemi, mais elles peuvent devenir ta ruine si tu n'apprends pas à les gouverner. Beaucoup d'hommes pensent que d'être émotionnel est un signe de sensibilité, et c'est le cas, mais seulement si tu sais gérer ce que tu ressens sans que cela ne te contrôle. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas devenir de pierre. Cela signifie garder l'esprit clair pendant que le cœur bat fort. Chaque jour, la vie te présente des épreuves déguisées en conversation, gestes ou attitudes. Il suffit d'un mot mal dit pour que l'orgueil se réveille, d'un regard indifférent pour que l'insécurité attaque, d'un silence pour que la peur s'empare de toi. Mais le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les faits qui te perturbent, mais ton interprétation d'eux. Si tu arrives à contrôler ta perception, tu maîtriseras tes émotions. Et quand tu maîtrises tes émotions, rien ni personne ne peut les utiliser contre toi. Dans les relations, cela devient encore plus évident. La psychologie féminine perçoit les émotions masculines comme une carte. Si tu te perturbes facilement, cela se voit. Si tu t'irrites face à la distance, cela se perçoit. Si ton humeur change à cause d'une réponse froide ou d'un silence prolongé, tu perds le contrôle du terrain émotionnel, non pas parce qu'elle te manipule, mais parce qu'inconsciemment, elle mesure ta stabilité. Le respect et l'attraction naissent lorsqu'un homme sait garder son centre même lorsque son ego veut déborder. Maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer, c'est apprendre à les écouter sans leur obéir. Il ne s'agit pas de feindre le froid, mais d'agir avec sagesse. La colère, le désir, la peur et la tristesse ont leur place, mais elles ne doivent pas prendre le volant. Un homme qui ne gouverne pas ses émotions devient un passager de son propre destin. Il se laisse emporter par des impulsions qu'il regrette ensuite, par des décisions nées de la colère ou de l'orgueil. Mais celui qui se connaît, qui s'observe avant de réagir, devient invincible. Contrôler tes émotions signifie aussi ne pas laisser le comportement des autres définir ton état intérieur. Lorsque quelqu'un cherche à te provoquer et que tu réponds calmement, tu détruis son pouvoir sur toi. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, car la maîtrise émotionnelle s'impose d'elle-même. Les personnes qui ne contrôlent pas leurs émotions vivent à la merci du climat extérieur. Mais l'homme stoïque crée son propre climat. Il ne dépend pas du traitement qu'il reçoit, mais du caractère qu'il a construit. L'esprit fort ne se forge pas dans le confort, mais dans la friction. Chaque moment où tu réussis à contrôler une impulsion est une victoire invisible. Chaque fois que tu choisis la raison sur la réaction, tu renforces ton caractère. Cette discipline émotionnelle ne se voit pas instantanément, mais elle change toute ta vie. Elle te donne de la présence, du magnétisme et une tranquillité qui se ressent sans mots. Maîtriser les émotions est également essentiel pour aimer intelligemment. Si ton amour dépend du fait que tout se passe bien, il est fragile. Si ta tranquillité dépend de la façon dont on te traite, tu donnes ton pouvoir. Mais si tu peux ressentir intensément sans perdre le contrôle, alors tu connais la véritable force. La femme qui perçoit cette stabilité émotionnelle comprend qu'elle n'est pas face à quelqu'un qui réagit, mais face à quelqu'un qui choisit. Pratique l'autocontrôle comme un art. Avant de répondre, respire. Avant de juger, comprends. Avant d'agir, analyse. Ne laisse pas une impulsion détruire ce que le calme peut maintenir. L'esprit tranquille est une arme silencieuse. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton destin. Et quand tu y parviens, la vie cesse d'être une guerre interne et devient une stratégie bien exécutée. 5. Sois un rocher. Quand la mer se déchaîne et que les vagues frappent de toute leur force, il y a quelque chose qui ne bouge jamais. Le rocher. Il ne lutte pas contre l'eau, il n'essaie pas de l'arrêter, il reste simplement là.
C'est ce que représente la véritable force masculine, la capacité à être stable quand tout autour de toi vacille. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort physiquement, ni le plus bruyant, ni le plus redouté. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui ne se brise pas de l'intérieur chaque fois que le monde change d'humeur. Être un rocher, ce n'est pas durcir, c'est apprendre à rester ferme, sans perdre ton essence. Dans la vie, la plupart des gens se comportent comme la mer, variable, émotionnelle, changeant. Aujourd'hui, ils te louent, demain, ils te critiquent. Aujourd'hui, ils te désirent, demain, ils t'ignorent. Si tu bases ta stabilité là-dessus, tu couleras. L'homme qui comprend le stoïcisme sait que sa valeur ne dépend pas du climat émotionnel des autres. Il crée son propre axe. Il ne se laisse pas perturber par le chaos, car il a appris à trouver refuge en lui-même. Le rocher ne bouge pas pour plaire aux vagues. Les vagues s'adaptent à sa forme. C'est l'essence du respect. Être un rocher ne signifie pas devenir froid ou distant, mais avoir une maîtrise intérieure. C'est savoir que, même si tu ressens, même si tu es affecté, tu ne laisseras pas cela déterminer tes actions. La fermeté n'est pas dans l'absence d'émotion, mais dans la capacité à te tenir malgré elle. La psychologie féminine perçoit cette stabilité immédiatement. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui ne perd pas le contrôle, qui n'a pas besoin de se réaffirmer ni de chercher constamment l'approbation. Cette présence tranquille est ce qui inspire confiance et désir, car elle transmet l'équilibre. En pratique, être un rocher implique d'apprendre à ne pas réagir à chaque stimulus, ne pas répondre aux provocations inutiles, ne pas montrer d'anxiété face au silence, ne pas s'effondrer face à la distance. Si elle s'éloigne, tu maintiens le rythme. Si elle doute, tu maintiens la direction. Si la vie te défie, tu observes, tu respires et tu avances. Le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de ne pas permettre que les émotions des autres dominent ton comportement. Beaucoup d'hommes confondent être ferme avec être dur, mais la différence est grande. La dureté se brise sous la pression, la fermeté s'adapte sans perdre sa forme. Être un rocher, ce n'est pas rejeter la vulnérabilité, c'est l'embrasser avec intégrité. Tu n'as pas besoin de prouver que rien ne t'affecte, tu as juste besoin de prouver que rien ne te contrôle. C'est la différence entre l'homme impulsif et l'homme sage. Quand tu es un rocher, les gens te respectent non pas par peur, mais par stabilité. Ils savent qu'ils peuvent compter sur ta présence, car tu ne changes pas avec le vent. Et quand une femme perçoit cela, elle ressent la paix. Tu n'es pas là pour rivaliser, ni pour supplier, ni pour céder ton centre. Tu es là pour partager ta tranquillité. L'homme qui réussit cela n'a pas besoin de parler de sa valeur, son comportement le reflète. La cohérence entre son esprit, ses émotions et ses actes le rend inébranlable. Pratique d'être un rocher au quotidien. Quand quelqu'un te provoque, garde ton calme. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, observe sans dramatiser. Quand la vie te met à l'épreuve, rappelle-toi que la tempête passera, mais ta stabilité doit rester. Parce qu'au final, le respect, l'amour et l'admiration ne se gagnent pas avec intensité, mais avec constance. Le rocher n'impressionne pas par sa force momentanée, mais par sa permanence. Et quand tu réussis cela, rien ne te secoue. Personne ne te contrôle, et la vie elle-même commence à bouger au rythme de ta sérénité. Reste ferme, car celui qui reste ferme prévaut toujours. 6. Pratique le détachement. Le feu donne une leçon puissante. Si tu l'embrasses avec désespoir, il te brûle. Si tu l'observes à distance, il t'éclaire. C'est ainsi que fonctionne le détachement. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais d'apprendre à tenir ce que tu aimes sans en dépendre. Beaucoup d'hommes confondent l'amour avec la possession et finissent par être prisonniers de ce qu'ils ont juré de profiter. Mais la liberté émotionnelle ne naît pas lorsque tu cesses de vouloir, mais lorsque tu comprends que tu peux continuer à aimer sans te perdre dans le processus. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est comprendre que rien ni personne ne t'appartient et que la seule chose que tu peux contrôler est ta réaction à ce qui se passe. Quand une femme sent qu'un homme dépend émotionnellement de son attention,
elle cesse de l'admirer. Non pas parce qu'elle ne le valorise pas, mais parce qu'elle perçoit une faiblesse. L'attraction se nourrit de l'équilibre, pas de la dépendance. La psychologie féminine répond à l'homme qui peut aimer sans anxiété, à celui qui sait rester sans supplier et partir sans rancune. Le stoïcisme enseigne que la racine de la souffrance est dans l'attachement à ce que nous ne contrôlons pas. Prétendre qu'une personne agisse comme tu le souhaites est une invitation à la douleur. Au contraire, accepter la nature changeante des choses est un signe de sagesse. L'homme qui pratique le détachement ne s'effondre pas quand quelque chose se termine, parce qu'il n'a jamais déposé sa valeur dans l'externe. Il maintient son centre parce qu'il comprend que tout ce qui arrive a un but et tout ce qui part laisse une leçon. Pratiquer le détachement signifie aussi lâcher la nécessité de toujours avoir le contrôle. Tu n'as pas besoin de vérifier chaque message, tu n'as pas besoin d'interpréter chaque silence, tu n'as pas besoin de prouver constamment qu'on t'aime. Quand tu as confiance en toi, tu cesses de chercher des signes à l'extérieur. Le détachement te permet de profiter du présent sans craindre l'avenir, parce que tu n'es pas obsédé par le fait de retenir ce qui coule. Et cela, paradoxalement, est ce qui fait que les gens veulent rester. Personne ne se sent libre à côté de celui qui transmet le manque, mais celui qui émane la tranquillité, qui n'exige pas, qui ne supplie pas, devient un aimant silencieux. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, cela signifie que ta paix ne dépend pas du comportement des autres. Tu peux aimer profondément et malgré tout rester calme si quelque chose change. Tu peux ressentir de la douleur, mais ne pas te rendre à elle. Tu peux manquer mais ne pas perdre ta dignité. Cette capacité à rester entier est ce qui définit ton pouvoir interne. La femme qui perçoit cet équilibre comprend qu'elle n'est pas face à quelqu'un désespéré d'être aimé, mais face à quelqu'un qui s'aime assez pour ne pas perdre le cap. Être détaché, c'est avoir confiance en la vie sans avoir besoin de la contrôler. C'est observer comment les choses viennent et vont sans essayer de les forcer. Quand tu acceptes le flux naturel de l'existence, tu deviens inébranlable. Parce que rien ne peut te prendre la paix si ton bien-être ne dépend pas de ce qui change. L'homme qui maîtrise le détachement n'est pas celui qui évite de ressentir, mais celui qui ressent sans se rendre. Il ne fuit pas l'amour, il le vit avec présence. Il ne craint pas de perdre, parce qu'il comprend que l'essentiel ne se perd jamais. Sa sérénité, son centre, son but. Pratique le détachement en tout, dans tes relations, dans tes réalisations, dans tes désirs. Profite sans t'accrocher, donne sans exigence, reçois sans attente. La vie récompense celui qui ne mendie pas le contrôle, mais celui qui a confiance en son propre équilibre. Parce que quand tu n'as plus besoin de retenir quoi que ce soit, tout coule vers toi naturellement. Le détachement ne te retire pas d'émotion, il te donne du pouvoir. 7. Concentre-toi sur ton but. L'homme qui n'a pas de direction est comme un bateau sans gouvernail. Il peut flotter, mais n'importe quel courant l'emporte. Sans but, l'esprit se disperse, le cœur se confond, et la vie devient une série d'impulsions sans sens. Tu ne peux pas espérer de respect, d'admiration ou de stabilité si tu ne sais pas où tu vas. Le but n'est pas seulement un objectif, c'est la boussole interne qui te maintient ferme même lorsque le chemin devient sombre. C'est ce qui te donne de la clarté lorsque tout le reste devient désordonné. Lorsqu'un homme n'a pas de but clair, il cherche à se distraire dans l'extérieur. Il est obsédé par l'attention, par les femmes, par la validation, par l'immédiat. Mais un homme avec un but a une énergie différente. On le voit dans son regard, dans sa posture, dans son silence. Il n'a pas besoin de parler de ce qu'il fera. Sa vie le démontre déjà. Cette détermination transmet quelque chose de magnétique, quelque chose que les gens perçoivent sans qu'il ait à dire un seul mot. La psychologie féminine réagit à cette direction interne, non par intérêt, mais par instinct. Une femme est naturellement attirée par un homme qui sait où il va, parce que son énergie transmet de la stabilité, et la stabilité donne de la sécurité. Le but te protège du vide et de l'attachement. Lorsque tu sais ce que tu construis, tu n'as pas besoin de poursuivre ce qui ne t'appartient pas.
L'homme qui vit pour quelque chose de plus grand que ses émotions ne s'effondre pas face au rejet et ne se perd pas dans la solitude. Il sait que sa valeur ne dépend de l'approbation de personne, parce que son attention est sur sa croissance, pas sur son acceptation. Le but te transforme en rocher lorsque le monde essaie de te confondre, parce qu'il te donne une direction que aucune opinion ne peut dévier. Le stoïcisme enseigne qu'un homme doit avoir un sens du devoir envers lui-même et envers le monde. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs externes, mais de vivre avec cohérence, d'agir conformément à tes valeurs, peu importe le bruit extérieur.